Notre invitée ce matin, Juliette Méadel, qui est secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Juliette Méadel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une première pour vous, ici même. Là, oui, c'est une première. Hein, c'est bien première, ça. Mais j'ai des tas de choses à vous raconter. Ah oui, ça j'en suis certain. Nous allons parler des victimes, de l'aide je suis là pour ça. aux victimes. Mais nous allons parler de politique aussi, évidemment. Vous savez qu'en ce moment est en train de se dérouler la passation de pouvoir entre Bruno Le Roux, qui part, et Matthias Fekl, qui arrive au ministère de l'Intérieur. Bruno Le Roux, démission, logique cette démission. Oui, parce que c'est dans la lignée de ce que François Hollande a toujours dit. Ça a commencé avec l'affaire Cahuzac. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où un membre du gouvernement est sous le coup d'une probable enquête, et l'enquête préliminaire a même été déclenchée hier par le procureur, eh bien, il doit se mettre en retrait. Et moi, je dois dire que c'est un progrès. Ça ne traîne pas. Je m'étonne d'ailleurs que nous ayons un candidat à la présidentielle qui, à droite, qui lui traîne et qui considère qu'à partir du moment où il est mis en examen, ça ne justifie pas un retrait. Donc, moi, je ne veux pas en faire des louches sur ce sujet-là. Oui. Mais quand même, sur la question du respect de la parole donnée, juste ça. François Fillon nous explique, il y a 1 mois et demi, que si jamais il est mis en examen, il se retire. Il est mis en examen, il ne se retire pas. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'accorde aucune importance à sa parole. Et François Hollande et Bernard Cazeneuve, hier, ont honoré leurs engagements et leurs paroles. Mais pour François Hollande, c'est une longue liste. Une longue liste. Vous vous rendez compte de l'effet, de l'impact que ça a? Je le déplore. Si je prends la liste. Mais bien sûr, je le déplore. Mais ce qui compte encore plus aujourd'hui... On pourrait presque composer un gouvernement bis, un gouvernement d'exclus, un gouvernement hors-la-loi. La nouveauté, c'est que maintenant, ça ne traîne pas. La nouveauté, c'est que nous avons adopté des lois qui sont des lois sur la transparence de la vie publique. Nous avons créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Alors, c'est vrai que du coup... ça donne une mauvaise image, mais en même temps, ce qui compte, c'est qu'on réagisse. On ne va pas d'un coup de baguette magique tout transformer. Bruno Le Roux, personne ne l'a contredit lorsque il faisait la leçon à François Fillon, parce qu'il a fait la leçon à François Fillon, comme beaucoup. Il devrait y avoir une règle simple, l'emploi d'un conjoint par parlementaire ne devrait pas être autorisé. Ça peut prêter à suspicion. Écoutez, je ne vais pas commenter. Bon, d'accord. Franchement, on a peu de temps devant nous, on a des tas de choses à dire. Je voudrais qu'on parle aussi des sujets qui nous concernent et en particulier de ceux dont je m'occupe. D'abord, c'est moi qui décide. Juliette Méadel, ici, des sujets qu'on parle, vous savez. Je n'ai pas la prétention de conduire l'interview. Néanmoins, j'ai quand même des choses à vous dire. Vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est important. Parce que plus on en rajoute sur ces questions, et plus on décrédibilise. C'est vous, la classe politique, qui en rajoutez, pardon. Et donc, plus on commente sur le passé, et plus on entrave et on abîme l'avenir. La décision qui a été prise est bonne, et il y a une remarque. Ils n'en peuvent plus. Moi, je m'étonne que nous n'ayons pas fait la lumière lors du débat qui s'est tenu il y a quelques jours, et que nous n'ayons pas entendu ce que François Fillon et Marine Le Pen avaient à nous dire sur leur situation. J'aurais voulu qu'ils l'expriment eux-mêmes. Mais nous qui sommes maintenant, il y avait Benoît Hamon, il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y avait Emmanuel Macron dans ce débat. Aujourd'hui, je voudrais que d'eux-mêmes, François Fillon et Marine Le Pen fassent la lumière. Nous, à gauche, nous le faisons. Nous prenons des décisions. Qu'ils se retirent ? Je dis simplement que nous, à gauche, quand il y a l'un des nôtres qui est mis en cause, ils se retirent. Nous agissons. Eux, non seulement ils n'agissent pas, mais en plus, ils ne s'expriment pas sur le sujet. Alors, Juliette Méadel, vous n'avez pas choisi, vous. Vous ne savez pas pour qui vous allez voter le 23 avril. Vous savez très bien que nous sommes dans un moment difficile. Je suis membre du gouvernement. Nous sommes aujourd'hui à l'achat, au travail. J'étais hier, par exemple, dans l'Ain, où je suis allée voir, en particulier, on va y revenir, les enfants qui sont victimes de violences, mais aussi les victimes d'attentats. Et dans la période, dans un moment où, en plus, ce week-end, nous sommes passés à 2 doigts de catastrophe avec Orly, où il a failli y avoir un attentat important qui a été heureusement maîtrisé à Grasse. Vendredi dernier, où il y a eu également, comme vous le savez, une intrusion dans un lycée. Nous sommes dans un moment où ça n'est pas important aujourd'hui de commencer à faire campagne.
Je le crois pour une raison simple, c'est que je le crois pour une raison simple, c'est que moi je suis ministre de la République et les personnes dont je m'occupe ne comprendraient pas que je sois à ce stade en tout cas en train de faire campagne. Mais on ne vous demande pas de faire campagne. Je vous demande pas cela. Je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous savez pour qui vous voterez le 23 avril? Et je vous ai dit en venant ici et en venant vous voir que je ne vous dirai pas à ce stade ce que je vais voter parce que ne serait-ce vous que le savez, mais je vous demande bien pas. sûr, mais ne serait-ce que voilà, déjà Jean-Jacques Bourdin, est-ce que vous croyez franchement, que nos auditeurs, ça changera quelque chose de savoir ce que Juliette Méadel va voter? Ça n'est pas le sujet. Vous êtes bien d'accord avec moi. Le sujet qui compte aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien qu'on parle aussi, de ce qui est important dans cette campagne. Le sujet majeur, c'est quand même aussi le choix d'un président de la République, non? Mais bien sûr que c'est un sujet majeur. Mais vous savez très bien qu'en tant que ministre, et je vous le rappelle, en tant que ministre, nous sommes aussi au service de tous les Français. Nous sommes au service de tous les Français. Et vous savez très bien que si on rentre aujourd'hui à ce stade, en ce 22 mars, d'ailleurs, je voudrais parler de cette date. Si on rentre aujourd'hui dans le petit jeu de qui soutient qui, et un peu plus l'un et un peu plus l'autre, on va parler que de ça et on va pas parler, par exemple, du 22 mars. Vous savez ce qui s'est passé le 22 mars, il y a un an? Jean-Jacques Bourdin, le 22 mars à Bruxelles, l'attentat de Bruxelles, 32 morts, 320 blessés. Un Français mort. À Bruxelles. Mais oui, mais donc oui, voilà. Mais ça c'est un sujet clé et ça va déterminer la campagne. Beaucoup plus de savoir ce que tel ou tel ministre pense ou va faire. Le vrai sujet c'est ça. D'accord. Les Français ont besoin d'être protégés. Juliette, comment on les protège? Bien d'accord. Je ne vous demande pas. Mais attendez, je vous dis simplement. Ça fait 1 mois et demi qu'on parle que des affaires. Ça fait 1 mois et demi qu'on ne parle que de savoir. Si on ne parle que des affaires. Moi, je voudrais qu'on parle de protection. Pourquoi on ne parle que des affaires? Vous qui vous intéressez au fond, donnez-moi l'occasion de parler de comment on va protéger les Français dans les 5 années qui viennent. Pourquoi est-ce qu'on ne parle que des affaires? Pourquoi? Et parce qu'il y a un vrai sujet. Bon, d'accord. Non mais attendez. Heureusement que vous... Heureusement. Mais attendez, quand je dis on ne parle que... Bruno Le Roux va parler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet. Parlons d'affaires. Tiens, écoutons Bruno Le Roux, justement. Fekl, nous venons de passer quelques minutes à parler ensemble de ce beau et grand ministère. Des enjeux qui le structurent dans son action quotidienne et qui dépassent très certainement, nous en convenons ensemble, ce que l'on peut rencontrer ailleurs. Dans ce ministère de l'Intérieur, il y a chaque jour à régler le quotidien et le quotidien est fait d'événements partout dans notre pays qui doivent être pris en compte, gérés, anticipés autant qu'il le faut. Et pour cela, il y a un réseau absolument extraordinaire d'hommes et de femmes qui, chacun dans leurs responsabilités, chaque jour, sont au quotidien au contact des Français. Et je ne peux pas commencer à parler du ministère sans saluer les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les personnels de la sécurité civile, les personnels des préfectures, les personnels des sous-préfectures, qui chaque jour, comme au moment où nous faisons cette passation de pouvoir, sont pleinement mobilisés pour assurer concrètement la présence de l'État, la présence des services publics au contact de nos concitoyens. Ils le font dans un climat particulièrement dur. La délinquance du quotidien, mais la menace terroriste, qui est particulièrement forte, nous venons de l'évoquer. La question des flux migratoires, qui demandent non simplement mobilisation sur nos frontières, mais action européenne et action internationale. Tous ces enjeux particuliers liés au temps présent demandent une disponibilité totale, une efficacité totale et un engagement qui est un engagement au-delà de ce que pouvaient imaginer tous ceux qui servent la République dans ce ministère de l'Intérieur. Et de tout cela, ces personnels doivent être convaincus que la reconnaissance du pays, la reconnaissance de nos concitoyens leur est accordée. C'est ce que j'ai essayé et c'est ce qu'il convient, je crois, de continuer à faire, de marquer notre reconnaissance pour le travail quotidien qui est fait dans cette période particulièrement difficile par tous ceux qui agissent au nom de l'État sur nos territoires pour assurer notre sécurité, la sécurité des frontières
et la présence de la France aujourd'hui dans l'Europe pour bâtir les mécanismes qui vont nous permettre d'améliorer notre quotidien et de prendre en compte les crises que nous connaissons. Alors, cher Mathias, tu prends les clés, je les redis et je le redis, d'un beau et grand ministère. On a souvent tendance à dire que dans ce ministère, il suffit d'appuyer sur le bouton pour obtenir ce que l'on souhaite. Il faut, et c'est notre responsabilité, de trouver toujours le bon bouton, celui qui produit le plus de résultats, celui qui entraîne la plus grande mobilisation, celui qui permet de mieux fixer les enjeux, de les prendre à corps et de donner toute son énergie, comme j'ai essayé de le faire durant ces semaines dernières, toutes ces semaines où j'ai succédé à Bernard Cazeneuve, pour au quotidien essayer de remplir chaque jour la mission qui est celle du ministre de l'Intérieur. Je te souhaite bien entendu, mais tu as l'expérience de l'action gouvernementale, je te souhaite bien entendu le plein succès au service des Français, au service de notre République, et je te confirme que tu peux compter ici avec les directions de ce ministère sur des personnels pleinement mobilisés, loyaux dans l'idéal républicain et surtout conscients de la période et des enjeux qu'elle revêt pour les Français et pour notre République. Je te souhaite de prendre le plus de plaisir, parce qu'il est possible de prendre au quotidien du plaisir dans la responsabilité de ministre de l'Intérieur, même si elle est d'une intensité rare. Et je te souhaite, ainsi qu'à notre République, dans les semaines qui viennent, qui vont être marquées par un enjeu essentiel: assurer la sécurité des élections, faire en sorte que cette période se passe dans le climat le plus propice à ce que chacun de nos concitoyens puisse prendre la décision en étant pleinement éclairé. Et avec des élections qui se passent dans la plus totale sécurité. C'est un enjeu démocratique qui s'ajoute à ceux que je viens de citer. Je veux te dire que je pense que tu assumeras cette fonction, cette responsabilité, avec toute la compétence, avec tout le sérieux et en même temps avec toute l'empathie nécessaire dans ces fonctions pour que je puisse te souhaiter la plus belle des réussites, cher Mathias, et t'assurer de toute mon amitié et de mon soutien. Voilà, c'était Bruno Le Roux. Oui, enfin, il ne va pas nous donner de leçons de morale quand même, non? En quittant le ministère de l'Intérieur, franchement. Écoutez, ça y est, il quitte. Le président de la République et le Premier ministre ont pris la décision. Ça, on ne peut pas dire que ça ait traîné. Bon, il était temps, non? Oui, c'est bien que ça se soit fait rapidement, bien sûr. Il ne faut pas que ça traîne. Bon, alors parlons, puisque vous voulez parler, et vous avez raison, de l'aide aux victimes. J'ai vu la colère des familles 2 ans après le crash des 2 hélicoptères qui emportaient des techniciens, des membres de la production, mais aussi Florence Artaud, mais aussi Camille Muffat, mais aussi Alexis Vastine. Où en est l'enquête? Les familles nous disent, l'enquête, nous ne savons rien. Où en est-elle? Elle n'avance pas. Est-ce qu'elle avance, cette enquête? D'abord, comme vous le savez, précaution d'usage, mais je veux quand même le redire ici, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne se parlent pas. Heureusement d'ailleurs. Tiens, regardez ce qui se passe dans l'affaire de Bruno Le Roux. Le parquet a déclenché l'enquête rapidement et comme vous le savez, il n'y a jamais aucune instruction politique. Donc, dans ce cas aussi, déterminer comment un crash entre 2 hélicoptères s'est fait. Quelles sont les causes? Y a-t-il une négligence? Y a-t-il eu une erreur? Non, mais ça prend du temps. Les familles vous demandent des informations sur l'enquête. Vous pouvez leur en donner ou pas? Je suis en train de vous expliquer. Ça, vous savez, ça mérite qu'on prenne 2 minutes. Mais est-ce que vous allez prendre 2 minutes. De prendre 2 minutes plus 5 minutes plus le juge d'instruction est heureusement indépendant. C'est lui qui conduit son enquête. Et donc, ça n'est pas à moi, membre du gouvernement, de lui dire « Oh, il faut aller vite ». Ça n'est pas mon travail. En revanche, quel est mon travail, moi? C'est 1, de recevoir les victimes. 2, de veiller à ce qu'elles aient été bien prises en charge. 3, de veiller, et c'est prévu par le Code de procédure pénale, qu'elles sont informées par leur avocat de l'avancée de l'enquête et que le juge d'instruction communique avec elles. Ça, c'est mon travail, c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, je les reçois dans quelques jours à mon ministère. Bon, elles ont besoin d'informations dans tous les cas. Mais bien entendu, c'est le premier travail de l'aide aux victimes, c'est la transparence. Mais dans la limite de la Constitution. Jean-Jacques Bourdin, ne me demandez pas de faire le travail du juge, ou alors on serait plus en démocratie. Le proviseur de grâce, comment va-t-il? Le proviseur de grâce a été, comme vous le savez, opéré. Oui, il est sorti de l'hôpital. Il se remet doucement. Il a été d'un courage exceptionnel. Moi, je veux le souligner ici, puisqu'il s'est interposé,
puisqu'il a Les gens évité d'honneur. un carnage, ça serait bien. Oui, ça serait bien. Moi, franchement, quand on voit un dévouement pareil, quelqu'un qui est au péril de sa vie, oui, ça Demandez-la serait pour bien. vous. Mais bien Pour lui. entendu, mais bien entendu. Vous Mais allez bien le faire sûr mais bien entendu que je vais le faire. Enfin, vous savez, Oui. quand on a des actes de bravoure comme ça, il faut non seulement, évidemment, lui remettre la Légion d'honneur, mais surtout dire et l'ériger évidemment en exemple. Il y en a beaucoup des comme ça. Est-il vrai que Il y en a depuis- beaucoup des comme ça. Ce que je vois moi sur le terrain encore hier où j'étais Oui. dans l'Ain pour m'occuper, y compris des enfants qui sont victimes de violences, c'est des tas, des dizaines de personnes comme ce proviseur qui aident les autres, qui se dévouent. Et ça, on doit en parler, on doit les valoriser, on doit faire la lumière sur ces comportements héroïques. Et il y en a beaucoup. Est-il vrai que depuis le début de l'année, plusieurs attentats ont été évités? Bien sûr, oui. De Attentats nombreux terroristes. attentats. De nombreux attentats. Terroristes? Oui, de nombreux attentats terroristes. Ça n'est pas à moi de le dire, c'est au ministre de l'Intérieur, mais il faut que vous sachiez que les forces de l'ordre, les services de renseignement, les militaires, tout le monde est en vigilance, en action, sur le qui-vive, et c'est aussi ce qui fait que nous avons pu éviter des attentats, et c'est ce qui fait aussi que nous devons aujourd'hui rendre hommage au travail considérable qui est fait et par les militaires et par les forces de l'ordre. Tout à l'heure. Mais ça, Oui. vous vous dites, oh là là, tout le Non. monde dit tout le temps Non, ça. non, Ouais, mais pas du tout. franchement, moi je les admire. Je les admire et j'admire toute la chaîne des forces de l'ordre. Et y compris parce que même dans les commissariats, on s'occupe des victimes. Ça va vous étonner, Jean-Jacques Bourdin. Mais pas du tout. Mais hier, j'étais dans un commissariat à Bourg-en-Bresse. Vous Oui. savez ce que font les policiers? Eh ben, ils ont mis un bureau dédié, ouvert, pour les victimes d'attentats, de violences, pour que puissent être écoutées, entendues leurs souffrances et que ça se traduise ensuite par des dépôts de plainte. Ça veut dire que les forces de l'ordre s'occupent aussi de prévention, d'assistance, d'aide et d'aide aux victimes. Et ça, c'est une innovation et je veux le saluer. Bien, Juliette Méadel, vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas faire campagne parce que vous serez ministre jusqu'au bout, c'est bien ça, hein? Mais non seulement je suis ministre jusqu'au bout, mais c'est aussi ce que prévoit la Vous ne ferez pas réglementation. campagne. Comme vous le Absolument savez, pas. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire campagne. Enfin, vous imaginez, Bon. vous imaginez que dans Vous un ne moment, parlerez à pas mes d'Europe, vous fonctions, ne parlerez pas... à mes fonctions. Attendez, il faut distinguer deux choses. Oui. Je m'occupe des victimes, vous le savez. Et donc, Oui. à mes fonctions, bien entendu que j'ai un avis politique et je vais vous parler, on va parler d'Europe, on va parler de tous ces sujets. Et je vais même vous parler à ma place de ce que j'attends pour les 5 prochaines années sur l'aide aux victimes. Et moi, je voudrais qu'on en parle beaucoup plus, à commencer par une chose. Dire que le prochain président de la République, que dans la campagne, un candidat à la présidentielle puisse dire oui, je prolongerai le service public de l'aide aux victimes, je lui donnerai des moyens. Je n'ai rien entendu pour l'instant. C'est pour ça que j'ai écrit une tribune dans ce sens la semaine dernière. Je lui donnerai des moyens. Je ferai en sorte que les victimes aient toujours un interlocuteur. Que les financements soient là pour les accompagner, y compris dans tous les actes de leur accompagnement psychologique, y compris dans leur retour à une vie normale. Quand vous avez été victime d'une violence, quand un enfant a été victime d'une violence, savez-vous combien il y en a aujourd'hui des enfants qui sont victimes de violences intrafamiliales? Un chiffre? 100 000. 100 000 enfants sont victimes de violences sexuelles ou de maltraitance physique, dont l'écrasante majorité dans la sphère 100 000 familiale. qu'on connaît. Absolument. Juliette Méadel. 100 000 qu'on connaît. 100 000 Et je qui ont vous dis déposé ça, plainte. je vous dis ça, je peux me poser la même question concernant les femmes victimes d'hommes violents, Et vous par avez exemple, tout à fait raison de poser qui ne sont cette pas question-là. toujours bien accueillies 85%. lorsqu'elles viennent déposer plainte ou lorsqu'elles viennent accuser celui qui les bat. Vous avez totalement raison. 85% des femmes victimes de violences renoncent à porter plainte. Ben Et ce oui. qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des Pourquoi? enfants, Parce ils qu'elles ne sont sont aussi pas victimes de entendues. violences. D'abord parce qu'il faut qu'elles sachent qu'elles sont légitimes à porter plainte. Deux, parce que oui, dans les commissariats, il faut et former aussi ceux qui accueillent ces plaintes et favoriser les intervenants sociaux. Il y a 280 intervenants sociaux dans toute la France dans les commissariats, mais il faut encore aller plus loin. Il y a un gros travail qui est fait par les forces de l'ordre, il y a un gros travail qui est fait par les associations. Il faut aller plus loin et il faudrait même que la question de la lutte contre les violences faites aux enfants devienne une grande cause nationale. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui est brisé avant l'âge de 10 ans et qui n'est pas accompagné, c'est un adulte en souffrance et c'est aussi potentiellement un adulte violent. Merci Juliette Méadel d'être venue nous voir ce matin, il est 8h55.